Bonjour et bienvenue à tous pour ce webinaire consacré à MedVigie. Autour de la table pour en parler avec nous, un certain nombre d'intervenants. D'abord vous, docteur France Dupuis, vous êtes médecin généraliste, actuellement à l'ARS, responsable de la cellule de veille d'alerte et de gestion sanitaire. Bonjour. Bonjour. Nous avons aussi le docteur Chaban. Vous êtes médecin généraliste à Agen dans le Lot-et-Garonne, élu de l'URPS Médecins. Bonjour. Bonjour tout le monde. Autour de la table, Camille Bonnet, vous êtes épidémiologiste au réseau Sentinelle. Bonjour. Bonjour à tous. Nous attendons le docteur Brintet qui va nous rejoindre, qui est pédiatre, mais avec autre spécialité pour parler de MedVigie, le docteur Stéphane Laché-Fougère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ORL en Gironde, sur la métropole de Bordeaux, élu de l'URPS Médecins et coprésident d'Agoralib. Absolument. Pour parler de MedVigie, quelqu'un qui s'en occupe beaucoup en ce moment, Amandine Joly. Bonjour, vous êtes chargée de mission numérique à l'URPS Médecins. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Et enfin, Karine Fontaine-Gavino. Bonjour, Oui, bonjour à tous. vous êtes directrice de projet à l'URPS Médecins. Vous étiez aux prémices de MedVigie et vous continuez à œuvrer sur le sujet. Doit nous rejoindre donc le docteur Brintet, qui est pédiatre à Lormont et coordonnatrice du Collège des spécialistes de l'URPS Médecins. MedVigie revient parce que MedVigie, c'était déjà une démarche, un outil, plus même, c'était tout un réseau de médecins mobilisés lors des confinements de 2020 en pleine épidémie du Covid. MedVigie était alors centré vraiment sur la remontée de données de propagation du virus. Vous étiez 450 médecins à l'époque, médecins généralistes uniquement, parce que c'était à vous qu'on avait ouvert cette application, qui avait participé, qui avait animé ce réseau, qui avait apporté une véritable visibilité, on en reparlera tout à l'heure, sur la propagation du virus, avec des effets très positifs, puisqu'on avait gagné à l'époque 15 jours d'avance sur les indicateurs qui remontaient principalement de l'hôpital, même si d'autres structures permettaient de l'identifier. Mais voilà, plus de 10% des médecins généralistes de la région s'étaient mobilisés. Merci à eux, merci à vous, parce que vous aviez permis, jusqu'à temps que les tests en pharmacie prennent le relais, d'avoir cette visibilité et de démontrer aussi toute l'action, l'activité des médecins libéraux sur l'épidémie du Covid. Nous avions mis en stand-by, en arrêt, en sommeil, MedVigie, je disais, fin 2021, quand il n'était plus forcément utile de remonter des données régulières parce que d'autres indicateurs permettaient d'avoir une visibilité. Mais il y avait la volonté de poursuivre, nous l'avions, mais vous l'aviez également exprimé au travers d'une enquête que nous avions faite alors, et sur différents sujets, et avec du plus, des fonctionnalités complémentaires. Nous sommes fin 2024, on aura peut-être pris un petit peu le temps, mais en fait, nous ne voulions pas relancer ça tout seul, comme nous l'avions fait à l'époque, même si c'était déjà avec un partenariat fort avec Santé publique France et l'Agence régionale de santé. Nous voulions voilà, lui donner une ampleur un peu plus large que le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Et c'est ce qui se passe avec MedVigie 2.0, puisque aujourd'hui, nous sommes sur une relance de ce projet à une échelle de plusieurs régions, portée par les URPS médecins et les ARS donc de quelques régions. Primeur, en revanche, à la Nouvelle-Aquitaine pour relancer MedVigie, qui démarre donc en exclusivité depuis le 12 décembre. C'est reparti jeudi dernier. Vous êtes déjà près d'une centaine à vous être inscrits sur l'application et je vous en remercie. Alors, pourquoi relancer MedVigie? Qu'est-ce que ça comprend? Quelles sont les nouvelles fonctionnalités? C'est de ça dont on va parler. Vous savez que vous pouvez tout au long de ce webinaire poser des questions en utilisant le bouton Q et R, questions et réponses, en bas de votre écran. N'hésitez pas, nous les prenons comme d'habitude dans leur intégralité, soit au fil de l'eau, soit la fin du temps de ce webinaire, et
consacrée à la réponse à vos questions. Des nouvelles fonctionnalités, on démarre par ça parce que, et vous aviez été un certain nombre à vous en faire l'écho, la demande, Medvigie va désormais comprendre la diffusion d'alertes sanitaires. C'est dans le cadre des missions des acteurs qui sont autour de la table, notamment de l'Agence régionale de santé, de l'URPS médecin, que de pouvoir se mobiliser en cas de crise sanitaire, de pouvoir relayer un certain nombre d'informations. Et le travail de l'URPS médecin en 2020-2021, lors du Covid, était de vous donner un maximum d'informations le plus lisible, les plus explicites possibles, de retraduire des DGS urgents très complets, mais parfois trop lourds à s'approprier, pour que vous puissiez avoir l'information la plus précise, la plus exhaustive, au regard aussi de votre territorialité, parce que c'est ça qui est important, voire de vos spécialités. Donc Medvigie, dans cette nouvelle version, comprend la diffusion d'alertes. Un élément assez essentiel, je me tourne d'abord vers vous, docteur Dupuis. Euh, la diffusion d'alertes sanitaires, c'est votre quotidien, si ce n'est quotidien, parce qu'on n'en a heureusement pas tous les jours, mais à l'Agence régionale de santé, voilà, diffuser de l'information vers les libéraux. En quoi est-ce essentiel pour vous? C'est essentiel pour nous dans la gestion de situations particulières qui ne sont pas forcément des crises comme le Covid, mais à une plus petite échelle, heureusement, dans la mesure, dans la mise en place de mesures de santé publique autour adaptées en fonction du type de signalement. Et effectivement, ça, on peut le faire qu'avec l'appui des médecins libéraux du secteur. Donc, il faut que vous ayez les bonnes informations au bon moment. Et c'est un travail qui n'est pas toujours simple d'arriver à joindre les bonnes personnes au bon moment. Donc, Medvigie est éventuellement là pour compléter euh, tous les moyens qu'on peut utiliser à l'heure actuelle. Et ça, c'est une partie. L'autre partie qui est un petit peu dans le même sens, c'est de pouvoir aussi alerter les médecins libéraux en phase pré-épidémique de certaines pathologies qu'on a pu voir l'an dernier avec la coqueluche, par exemple. Le plus tôt on peut vous informer, le plus tôt on peut relayer le frémissement. Le plus simple, c'est pour les médecins aussi d'arriver à poser les bons diagnostics. C'est ça, d'arriver à se mobiliser, à pouvoir être informé vis-à-vis des patients, à pouvoir agir, à pouvoir repérer dans la patientèle des signes de transmission. Et donc, oui, nous sommes finalement dans l'articulation de nos missions sur la gestion de crise sanitaire. Vous avez une visibilité, bien sûr, d'ensemble sur l'ensemble des acteurs, des établissements, mais ce n'est pas toujours simple pour vous de toucher les médecins. Et c'est là que bah, la mise en place d'un outil comme celui-là peut favoriser justement la transmission d'informations territorialisées et assez spécifiques. Oui, après, effectivement, il y a des moyens de communication beaucoup plus larges, mais qui ne sont pas à notre main, hein. On a tous eu les DGS urgents dont vous parliez tout à l'heure, mais qui sont adressés par le niveau national. Et effectivement, d'avoir une vision un petit peu plus régionalisée et quelquefois aussi un petit peu plus décortiquée, comme vous le disiez aussi, un peu plus simple et un peu plus vraiment centré sur la région, a vraiment un intérêt, je pense, et pour vous et pour nous, côté ARS aussi. Je crois que vous vouliez donner un exemple sur la rougeole, un exemple assez concret. Oui, et en exemple concret, effectivement, nous, sur une déclaration de rougeole, effectivement, le niveau national ne déclenche pas un DGS urgent pour informer tout le territoire tout, que le virus, que ça circule. Nous, effectivement, on peut essayer de contacter l'idée et d'arriver à contacter les médecins le plus proche du cas déclaré pour les informer, qu'il y a une circulation active sur leur territoire et que du coup, au signe d'éruption, on pense plus à une rougeole, on pense aussi à la rougeole et qu'on ne pense pas uniquement à une allergie, à quelque chose qui est plus classique et plus courant. Donc c'est vrai que nous, cette information-là, si on peut arriver à la délivrer rapidement et aux bonnes personnes, on peut essayer de circonscrire des épisodes et pas arriver à des épidémies, ce qui est l'objectif.
ces alertes, hein, ne pas diffuser non plus à tout va sur des territoires où, par exemple, la rougeole ne se diffuse pas, mais bien pouvoir la centrer là où elle semble apparaître, arriver à sensibiliser, donc prévenir au maximum l'action médicale et clinique, et puis de pouvoir derrière peut-être remonter effectivement s'il y a des signes d'aggravation et de propagation de l'épidémie. Docteur Chaban, je me permets de me tourner vers vous. En tant que médecin généraliste, en plein cœur du Lot-et-Garonne, euh, comment recevez-vous aujourd'hui les alertes sanitaires et quelles seraient vos attentes justement que peuvent apporter un Medvigie? Alors actuellement, ce qu'on reçoit, c'est pas grand-chose parce que bon, il n'y a pas de signalement. Enfin, je parle actuellement, hein, c'est vraiment. Mais quand il y a quand même une alerte sanitaire, c'est par le biais des bulletins donc émis par le TGS, hein, donc pour pouvoir savoir ce qui se passe. Mais ça reste quand même avec une certaine limite. On n'a pas la, la spécificité sur le terrain de ce qui se passe sur notre territoire. Ce que j'ai trouvé au niveau de Medvigie, je l'ai utilisé donc en 2020, c'était la remontée des informations. On savait exactement ce qui se passait sur notre territoire et on adaptait les moyens nécessaires avec nos ressources humaines, hein, donc pour pouvoir pallier à des éventuelles épidémies ou voilà, adapter donc en fonction des cas la possibilité de pouvoir apporter le soin nécessaire. C'est vrai qu'avant, on s'appuyait beaucoup sur ce que l'hôpital remontait par les des urgences ou par les réseaux SOS médecins. Les réseaux SOS médecins n'existent pas partout. Donc, on avait une idée, mais il n'y avait pas une idée de ce qui se passait exactement sur le territoire. Par exemple, moi, sur la Genée, sur le Villeneuvois, sur le Marmandais ou de Lot-et-Garonne. Là, Medvigie va nous permettre de pouvoir affiner ce qui se passe et conduire à des alertes plus pertinentes voilà, pour mieux soigner et qu'on soit au courant de ce qui se passe en temps et en heure. L'exemple, ce qui s'est passé il y a 2 ans avec la bronchiolite, c'était quelque chose qu'on a découvert parce qu'on l'a découvert sur les médias. Il y avait quelques alertes après, sanitaires, mais nous, en tant que libéraux, nous n'avons pas été sensibilisés et on n'a pas eu la possibilité de pouvoir être, je vais dire, impliqué hein, dans cette prise en charge au niveau des bronchiolites. Donc voilà, c'est surtout pour pouvoir apporter une réponse adaptée en fonction du nombre de cas donc, sur nos territoires. Oui, parce que c'est comme le disait le docteur Dupuis, vous confirmez que finalement, recevoir ces informations, ces alertes, avoir une visibilité d'une propagation virale notamment, permet d'adapter votre pratique, d'anticiper, d'ajuster votre diagnostic clinique et de pouvoir réagir en conséquence. Tout à fait, c'est exactement ça. Et bien sûr, d'apporter l'information précise hein, donc aux confrères et même aux autres professionnels de santé qui sont confrontés à des patients qui peuvent aussi attraper ces virus. C'était le cas de la Covid où voilà, Medvigie a permis quand même d'adapter pas mal de choses et qu'on soit au courant de ce qui se passe sur notre région. Mais ce qui est important, je crois que vous le disiez dans la préparation de ce webinaire, c'est d'avoir des informations, des alertes qui soient rapides, simples à lire, quitte à ensuite à aller approfondir le dossier. Donc, c'est ce que vous retrouvez dans cette nouvelle version de Medvigie. Je me tourne maintenant vers le docteur Franck Berger, que je n'ai pas présenté parce qu'il est arrivé en cours de route. Mais vous êtes aussi néphrologue, donc vous intervenez en plateau technique en grande partie de votre activité. En quoi, en tant que spécialiste de plateau technique, il est intéressant pour vous de recevoir des alertes sanitaires? Bonjour, oui, merci. Ben, les alertes sanitaires sont importantes parce que travaillant dans un centre de dialyse et au sein d'une clinique à Francheville-la-Périgueux, on reçoit pas mal de public. C'est des salles de 40 patients matin et soir. Et on avait bien vu au moment de l'épidémie de Covid, au début, qu'on n'avait pas les mêmes remontées suivant les centres de dialyse. Bayonne ne vivait pas ce que vivait Bordeaux et on avait été amené à adapter notre prise en charge, à ouvrir des centres, des salles dédiées aux patients atteints ou non par le virus.
Ça, c'était pour l'exemple du Covid. Donc, c'est important d'avoir des données rapides, actualisées, par territoire, voire par ville ou par département, parce que nous, on n'adaptait pas de la même façon ce qu'on faisait à Bordeaux, ce qu'on faisait dans d'autres départements. Donc, de manière plus générale, c'est important, nos patients étant pas mal institutionnalisés pour une majorité d'entre eux, de savoir s'il y a des épidémies virales ou autres. On peut aussi imaginer des expositions à des toxiques, bref, d'autres remontées de veille sanitaire non infectieuses qui pourraient intéresser une population venant en établissement de santé. Merci de votre intervention. Alors, on va peut-être illustrer plus précisément cette, cette fonctionnalité. Amandine Joly, on va faire une petite démonstration Oui, tout à fait. en direct de l'application avec les alertes d'ailleurs qui sont à jour. À jour d'hier. Donc, les dernières alertes en cours. Euh, alors là, vous vous trouvez sur... donc, ici, l'utilisateur peut accéder à la liste des alertes sanitaires depuis la page d'accueil. Donc, il a eu à cliquer en fait sur l'encadré qui concernait les alertes sanitaires. Donc, ces alertes, elles sont adaptées à son territoire et à sa spécialité. Faut savoir qu'on a conçu la plateforme de manière à ce que tous les interfaces soient simples et intuitifs pour l'utilisateur, donc ne nécessitent pas de formation, on va dire, poussée en amont. Donc, les principales caractéristiques de l'alerte remontent sur le listing que vous voyez apparaître. Vous avez la date d'émission de l'alerte, la zone concernée, la criticité pour la santé publique du territoire donc concerné par l'alerte et la catégorie à laquelle va correspondre l'alerte. Donc, vous pouvez avoir des alertes qui sont des alertes en elles-mêmes, des événements qu'on souhaite porter à la connaissance des utilisateurs ou des informations. Donc, l'utilisateur peut cliquer sur l'alerte qui l'intéresse et accéder à son descriptif. Donc là, en l'occurrence, on accède à l'alerte la plus récente. Donc il peut d'ailleurs prendre connaissance des professions ciblées par l'alerte sur le descriptif. Les contenus sont retravaillés de manière à porter à la connaissance de l'utilisateur une information synthétique et claire. Donc là, vous avez par exemple ici une alerte qui relaie l'appel à mobilisation en cours concernant la situation à Mayotte. Et là, vous voyez apparaître l'alerte concernant la grippe qui rentre en phase pré-épidémique en Nouvelle-Aquitaine. Et ici, en l'occurrence sur cette alerte, l'utilisateur peut accéder parfois à des pièces jointes qu'il peut ouvrir pour avoir davantage d'informations. Donc ici, nous avons mis à disposition de l'utilisateur un bulletin épidémiologique qui est travaillé de manière hebdomadaire par Santé publique France et qui nous remonte les éléments les éléments importants à apporter à la connaissance des médecins. Donc là, vous voyez, par exemple, concernant la grippe, que nous avons ciblé les professions qui s'affichent à l'écran, donc tous les médecins généralistes de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup de cette présentation. Vous l'avez évoqué, MedVigie 2.0 reste axé sur deux principes essentiels. Une ergonomie très intuitive hein, sur les 450 médecins qui s'étaient à l'époque mobilisés, inscrits et qui avaient remonté des données sur le Covid. Il n'y avait eu aucun appel au support qui était proposé, aucune formation, parce que tout était effectivement simple d'usage et intuitif. Deuxième principe, c'est de partager des informations. Et on en vient à la deuxième fonctionnalité phare, qui était, une fois de plus, la fonctionnalité de MedVigie en 2020. C'est la remontée d'indicateurs, mais aussi la rétro-information. C'est le deal, le contrat essentiel de MedVigie. C'est, comme le disait tout à l'heure le docteur Chaban, être en capacité d'avoir une visibilité, alors soit par des alertes précises qui sont envoyées par profession, par territoire, soit d'avoir aussi une visibilité sur les éléments épidémiologiques et de pouvoir contribuer aussi à la remontée d'informations sur ces données. Je tiens quand même à saluer que sur cette fonctionnalité de remontée épidémiologique et de rétro-information, nous ne pourrions pas faire tout cela sans le partenariat très actif de Santé publique France. Je tiens à excuser Laurent Filleul, le directeur régional
de Santé publique France de Nouvelle-Aquitaine, qui, bon, en congé, ne pouvait pas être là parmi nous aujourd'hui, mais dont le rôle est essentiel. Mais pour quelque part le représenter et surtout aller plus loin dans le partenariat et que nous avons mis en place en Nouvelle-Aquitaine, je me tourne vers Camille Bonnet, donc du réseau Sentinelle. On a donc en Nouvelle-Aquitaine un partenariat assez novateur, mais je vous laisse peut-être dire quelques mots sur Sentinelle et sur cette complémentarité entre le réseau Sentinelle et Medvigie. Tout à fait. Alors, Réseau Sentinelle est un réseau de recherche et de surveillance en soins primaires, donc avec les médecins généralistes et les pédiatres. On est sous tutelle de Sorbonne Université et de l'INSERM dans une unité de recherche qui s'appelle l'IPLESP. Le réseau Sentinelle, il fonctionne grâce à la participation bénévole et volontaire de médecins sentinelles et de pédiatres. Il y en a environ 1200 au niveau national. Et parmi nos activités, on fait de la surveillance de plusieurs indicateurs de santé. Depuis plusieurs mois déjà, on travaille à la mise en commun de données issues de différents réseaux qui existent en médecine générale. Et donc, dans ce contexte, il nous a semblé pertinent d'accompagner le lancement de MedVigie et de collaborer et finalement d'unir nos forces entre ce que fait Sentinelle et ce qui est prévu pour MedVigie. L'objectif à moyen terme, on va dire, est de pouvoir mettre en commun les données collectées par les médecins sentinelles et celles collectées par les médecins de Medvigie pour les indicateurs qui sont en commun sur on va dire par les deux plateformes, pour pouvoir estimer des incidences au niveau régional et ce de façon plus précise. Et on n'est pas dans une logique où on va superposer des acteurs qui agissent déjà. Un Sentinelle est présent depuis très longtemps sur cette remontée avec là aussi l'animation d'un réseau. Le but n'est pas de venir se faire concurrence, mais véritablement de compléter. Donc vous le disiez, Sentinelle se repositionne dans un rôle finalement de fédérateur des réseaux, d'animateur de ces différents réseaux. Medvigie a vocation à être l'un d'entre eux, qui vient consolider des données à l'échelon national. Mais notre ambition, comme nous l'avions fait pour le Covid en 2020-2021, c'est aussi d'apporter une visibilité à l'échelle infrarégionale, départementale et aussi, parce que nous avons pris en compte ces éléments, à l'échelon des CPTS. Faut-il, pour pouvoir le faire, qu'on ait un maximum de médecins aussi qui puissent contribuer à la remontée de données, hein, puisque c'est ça dont il s'agit. Deux éléments dans ces données épidémiologiques, c'est d'avoir des médecins contributeurs, comme ils l'ont été en 2020-2021, sur la remontée de certains indicateurs réguliers, de manière à pouvoir alimenter les données régulières, les bulletins épidémiologiques de Sentinelle et Santé publique France, et donc de s'abonner, de trouver un intérêt, et en contrepartie de pouvoir avoir restitution à l'échelon de son territoire. On est vraiment sur ce cadre. Donc, pour vous, vous œuvrez, et vous en êtes d'ailleurs une cheville ouvrière importante, justement sur ce bulletin épidémio. Le docteur Chaban évoquait tout à l'heure l'importance d'avoir cette visibilité, le retour des professionnels en ville, à l'hôpital, dans les établissements, quels qu'ils soient. Vous l'avez régulièrement, cette importance de transmettre de la donnée la plus fine possible. Oui, bien sûr. Et puis c'est vrai que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est aussi grâce aux remontées de terrain qu'on est capable de fournir en contrepartie ces informations, on va dire, plus quantifiées. La surveillance épidémiologique est importante pour déjà observer, c'est-à-dire finalement rendre compte de ce qu'on observe, mais aussi de la quantifier. Et c'est également primordial pour pouvoir être en mesure d'identifier quand il se passe quelque chose d'inhabituel, donc d'avoir ces données, on va dire, historiques, donc d'avoir collecté suffisamment de données pendant une période de temps assez longue, parfois plusieurs années, plusieurs décennies, pour être en capacité de se dire, bah, finalement, là, ce qu'on observe à l'heure actuelle est inhabituel par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer à cette même période, les saisons précédentes, par exemple. Donc c'est pour ça que cette surveillance, c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir à la fois sur du long terme, mais à la fois de façon aussi hebdomadaire. Est-ce que vous auriez des exemples précis, justement, d'épidémies, voilà, des cas que cette surveillance a vraiment permis d'anticiper?
Bien sûr, alors je pense on pourrait fournir beaucoup d'exemples, mais on peut parler de l'épidémie de coqueluche où on a vu finalement dès la fin de l'année 2023 un nombre de cas remontés qui était supérieur à ce qui est observé habituellement à cette même période, et aussi des remontées de terrain des médecins qui nous disaient j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, j'en vois plus que d'habitude. Et donc, on a réussi à quantifier ça et à observer ça sur plusieurs semaines pour voir l'épidémie qu'il y a eu ces derniers mois. Et ça, en termes de retombées, c'est indispensable pour les médecins pour guider ce qui a déjà été évoqué, leur pratique, à la fois en termes de prévention avec la vaccination, que ce soit des femmes enceintes et des nourrissons, mais aussi délivrer les messages de prévention adéquats. Et puis tout ce qui est prise en charge et diagnostic. Forcément, on ne va pas se positionner de la même façon en termes de diagnostic face à un tableau clinique si on est en pleine épidémie de coqueluche que si on est à un moment où c'est très peu probable d'en voir. Donc, dans cette nouvelle version de Medvigie, on va regarder euh, on invite, parce que c'était aussi ça, hein, qu'on fait un appel à mobilisation des médecins, comme ce fut le cas précédemment, mais pour là, on va le voir sur de nouveaux indicateurs, à se remobiliser, à remonter régulièrement. Alors, ça peut être aussi un petit peu astreignant, mais c'est cette finesse aussi de repérage qui va permettre de rediffuser de l'information la plus territorialisée possible. Pour être dans des ratios représentatifs, il faut qu'à l'échelle d'un territoire, et prenons la CPTS, parce que c'est un territoire finalement souvent assez cohérent, regroupant un ou plusieurs bassins de vie, voilà, il faut entre 5 à 10% de médecins, je veux dire, pour pouvoir alimenter. C'est ce qu'on avait atteint lors du Covid en 2020. C'est ce qu'on va essayer de faire pour pouvoir restituer cette information et être en mesure de pouvoir restituer justement des indicateurs à un échelon plus fin. Donc vous allez avoir, comme en 2020, cette possibilité de remonter des indicateurs, mais aussi une visibilité sur de la rétro-information, comme c'était déjà fourni à l'époque grâce au partenariat de Santé publique France. Là, une fois de plus, il s'engage à nos côtés pour renforcer même cette rétro-information et avec Sentinelle. Donc on est sur un vrai partenariat. Amandine Joly, vous allez nous expliquer en images comment tout ça se concrétise. Je vais effectivement vous illustrer en image comment ça se passe. Donc, le médecin qui souhaite participer à la surveillance épidémiologique peut le faire, il a le choix, il peut le faire à fréquence hebdomadaire ou journalière sur les indicateurs auxquels il s'est abonné. Donc, en fait, il va renseigner ses préférences dès son inscription et dans mon compte lorsqu'il souhaite revenir sur ses préférences au long cours. Mais ça, nous le verrons tout à l'heure. Donc, le formulaire de saisie apparaît comme vous le voyez à l'écran. Donc, le médecin peut renseigner le nombre de cas pour les indicateurs affichés en cliquant sur les boutons plus ou moins. Actuellement, les indicateurs que vous voyez apparaître sont ceux qui sont suivis par Medvigie, mais ces indicateurs sont évolutifs, donc ils peuvent varier selon la saison ou le contexte de santé publique. Et concernant l'indicateur relatif aux soins non programmés, il est intéressant, lui, pour comprendre la part de cette activité chez le médecin libéral. À noter donc que le médecin peut avoir la définition des indicateurs suivis en passant simplement sa souris sur les petits points d'interrogation verts. Les définitions choisies l'ont été en accord avec Santé publique France et le réseau Sentinelle. Et l'utilisateur peut avoir accès à un calendrier qui permet de suivre sa complétion du formulaire. Donc, c'est un élément qui lui permet d'être à jour de ses données. Donc, cette saisie de données sera remontée, enfin, toutes les données récoltées seront remontées à Santé publique France et au réseau Sentinelle, qui mettront à disposition de la rétro-information contextualisée et territorialisée pour les utilisateurs de Badvigi. Et donc, vous verrez à bientôt apparaître dans l'écran vert que vous voyez à l'écran, qui s'appelle Statistiques, des statistiques sur les taux d'incidence régionale des maladies surveillées. C'était une des forces de Medvigie en 2020 d'avoir effectivement cette restitution statistique
à l'échelle de sa patientèle, puisque il y avait cette rétro-information déjà sur les données saisies à l'échelle du département, à l'échelle de la région. On ajoute plus l'échelle de la CPTS. Donc vous allez avoir, là pour l'instant, l'écran ne le montre pas, puisque c'est la vraie plateforme en production. On n'a pas encore de données qui sont remontées, mais dès qu'il va y en avoir, donc de manière hebdomadaire, et à condition que ce soit une fois de plus un ratio représentatif, ces statistiques vont s'alimenter automatiquement. Et derrière, effectivement, cet écran, c'est aussi un certain nombre d'autres informations plus localisées, qui seront territorialisées, fournies par Santé publique France, mais aussi à l'échelle régionale et nationale sur l'ensemble des données épidémiologiques importantes. On évoquait la médecine générale, c'était elle qui était mobilisée en 2020-2021 sur MedVigie, et c'est bien sûr vers elle qu'on lance un appel, mais pas que. Un certain nombre de spécialités peuvent être concernées, et je me tourne vers vous, Isabelle Brintet, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes pédiatre à Lormont, et vous aussi, vous vous sentez concerné par cette remontée d'indicateurs. Eh bien oui, merci de m'avoir invité. C'est un vrai plaisir de découvrir cette plateforme. Et je crois que j'ai entendu un peu toutes les pathologies qui me concernent, ou en tout cas qui ces derniers mois m'ont vraiment alerté, mais un peu après coup, c'est-à-dire que les premiers cas de coqueluche dans mon cabinet, ben, je les ai suspectés, mais j'étais vraiment pas sûre de moi parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas vu. Et le fait est on a des outils qui sont pas très officiels, par exemple un petit groupe WhatsApp entre pédiatres, et on s'est dit, bah, est-ce que vous voyez des coqueluches? Ah oui, il y en a plein. Donc il y avait des gens quoi, qui avaient plus d'informations que les autres, mais c'est vrai que c'est pas très professionnel, et puis surtout, c'est toujours très subjectif, alors que là, c'est vraiment un outil vraiment objectif et qui permet vraiment de se rendre compte de l'augmentation de l'incidence d'une maladie. Et par ailleurs, je trouvais aussi intéressant, mais après, je ne sais pas encore s'il y aura cette fonctionnalité, de pouvoir aussi avoir un indicateur sur la sévérité de la maladie, car concernant par exemple des pathologies telles que la varicelle, pour laquelle maintenant nous, on est un petit peu sensibilisés pour proposer la vaccination parce qu'il y a des cas plus sévères et qui sont plus souvent hospitalisés. C'est vrai que d'avoir des éléments patents de sévérité d'une maladie, ça pourrait aussi motiver et aider à motiver les troupes, je dirais, pour proposer des thérapeutiques de prévention. C'était ce qui est important dans ce que vous évoquez, donc arriver à objectiver l'étendue d'une épidémie, mais aussi arriver à objectiver l'activité des libéraux, parce qu'il y a Ah, ça aussi dans les enjeux. Vous parliez de la bronchiolite, nous avons eu il y a 2 ans une épidémie très sévère. L'an dernier également, il y avait de fortes saturations aux urgences pédiatriques, mais l'activité de ville n'était pas en reste. Les pédiatres libéraux, d'un petit sondage qu'on avait fait à l'époque, mais là encore fait de manière un petit peu artisanale, révélaient que 50% de l'activité avait été déprogrammée pour prendre en charge des urgences. Donc l'objectif de MedVigie est aussi de pouvoir identifier et remonter ce genre d'informations. tout à fait. Effectivement, quand on avait une réunion lors de la crise bronchiolite, c'est comme ça qu'on l'a appelé, on a pu se rendre compte qu'effectivement, ce qui importait surtout pour les services hospitaliers, c'est qu'ils avaient des indicateurs par les urgences pédiatriques, et que ça, c'était très important pour eux pour programmer l'ouverture de certains lits, de services, etc. C'est vrai que pour eux, c'est un bon reflet de ce qui va se passer en ville, mais effectivement, d'un point de vue statistique, c'est intéressant, mais pour valoriser notre activité et montrer qu'effectivement la médecine libérale se mobilise quand le besoin s'en fait sentir avec l'accueil de soins non programmés et de manière très rapide, c'est-à-dire vraiment très rapidement du jour au lendemain, on dit à tous nos patients pour lesquels des consultations réglées sont prévues, des consultations de suivi, bah, écoutez, c'est peut-être pas l'urgence là, donc on décale à plus tard. Et effectivement, on va accueillir plutôt ces enfants malades pour éviter qu'ils aillent
encombrer effectivement les services d'urgence pédiatrique et là où n'est pas leur place, parce que quand même, il y en a beaucoup qui, d'autant plus grâce à la prévention par le Bfortus, finalement peuvent rester chez eux avec une surveillance adaptée. Oui, alors vous l'évoquiez, on a maintenu l'indicateur, c'était un choix avec Santé publique France, Sentinelle, de maintenir l'indicateur de la bronchiolite, malgré le traitement du bifurtus, pour voir justement la volonté est d'arriver à voir s'il y a une baisse de l'épidémie du fait de ce traitement et si malgré tout il y a un maintien de bronchiolite ou sur quel territoire, etc. Donc voilà, l'objectif est arrivé, même en cas de traitement préventif, d'avoir une visibilité. C'est arriver à pouvoir faire ces analyses. Euh, et sachant que tout le monde n'a pas pu encore bénéficier des traitements préventifs du Beyfortus aussi, donc de pouvoir Ah bah oui, un oui, peu non, analyser ces éléments. il y a encore une grande proportion. Après, on n'a pas encore les retours de cette année, mais c'est vrai qu'après une acceptabilité record l'année dernière et un manque de doses, cette année, les doses étaient là, mais effectivement, on a pu voir une petite régression dans l'acceptabilité avec une incompréhension parfois du fait qu'on peut quand même avoir la bronchiolite, mais d'une sévérité d'un palier moindre. Et ça, c'est difficile à accepter pour certains parents. Et donc, effectivement, on a quand même une épidémie de bronchiolite cette année. Et les services hospitaliers le ressentent fortement. Donc, on le reverra tout à l'heure Amandine Joly l'évoquait, le paramétrage du compte, la possibilité, une fois de plus, pour tous les médecins aujourd'hui, donc de pouvoir participer de cette surveillance en choisissant les indicateurs qui sont adaptés à sa spécialité, à sa patientèle, et aussi à la volonté de ce qu'il souhaite remonter. Mais on l'a évoqué, hein, remonter des données épidémiologiques, mais aussi des données d'activité. On est passé un petit peu vite, mais dans les indicateurs, on a aperçu justement l'indicateur de soins non programmés. C'est une activité que font tous les médecins, quelle que soit leur spécialité, qui fait souvent débat. Les médecins sont-ils là au rendez-vous pour pouvoir accorder des soins urgents, bien sûr, pas de l'urgence vitale, mais de la prise en charge rapide, en tout cas de patients, que ce soit en médecine générale ou dans les autres spécialités, y compris dans des spécialités très poussées de plateau technique, dans cancéro, etc. On est véritablement sur la possibilité, hein, de valoriser que les médecins, quelle que soit leur spécialité, restent mobilisés là-dessus. Donc, appel là aussi aux médecins de la région pour venir indiquer pendant quelques temps, s'ils le souhaitent en tout cas, quelle est leur contribution en termes de soins non programmés à la prise en charge des patients. Vous évoquiez aussi, docteur Brinté, le fait d'avoir d'autres indicateurs. Donc là, on bâtit effectivement des indicateurs qui sont dans la durée. Camille l'exposait un peu tout à l'heure, elle reviendra si besoin pour préciser, mais Sentinelle a une démarche scientifique, Santé publique France aussi, donc il faut des indicateurs réguliers. Je veux dire là, ce qu'on affiche, hein, dans ces médecins vigie, tel que ça avait été fait en 2020, c'est d'avoir un engagement finalement quand même sur la durée, de manière à pouvoir remonter des chiffres significatifs et de venir les comparer aux autres données que vous collectez. Oui, bien sûr, je pense que ce qui a été déjà évoqué, c'est on a vraiment besoin d'avoir euh, des remontées de données pendant plusieurs semaines pour déjà pouvoir observer ces données-là avant de voir comment on les intègre au reste. Et puis les infections respiratoires, comme vous le mentionnez, font vraiment partie des données indispensables de surveillance parce qu'elles permettent la surveillance de différentes épidémies, notamment l'épidémie de grippe, les épidémies de bronchiolite ou des infections liées à VRS et aussi les épidémies en lien avec le Covid-19. Donc ça permet de regrouper tout ça. Donc ça fait partie des indicateurs majeurs qui est par ailleurs suivi par d'autres sources de données complémentaires, par exemple ce qu'on peut voir chez SOS Médecins, les passages aux urgences et aussi les hospitalisations. Donc l'apport de ce qui est vu en, en cabinet libéral est vraiment complémentaire à ce qui va être vu dans les autres systèmes de surveillance.
Merci de ces précisions et donc de l'importance de l'engagement qui peut parfois être astreignant, mais c'est pour ça qu'on demande sur peu d'indicateurs et que vous avez là encore le choix de vous abonner finalement à tel ou tel indicateur. Maintenant, comme le disait Isabelle Brinté, on peut avoir envie de suivre d'autres éléments, spécialité par spécialité, qui ne seront pas forcément les mêmes non plus. C'est pour ça que MedVigie s'enrichit aussi dans cette nouvelle version d'une troisième fonctionnalité, hein, après les alertes, après la diffusion d'informations de bulletins épidémiaux alimentés par cette veille, par ce réseau de médecins vigie, d'un outil d'enquête flash, tel qu'on l'a appelé. L'idée est de pouvoir sélectionner éventuellement un sujet, un thème, quelques questions, et pendant quelques jours, quelques mois, tout dépend là de l'importance qu'on va devoir donner effectivement à la donnée collectée, c'est de pouvoir vous solliciter pour répondre ponctuellement à un sujet de façon à faire une mesure ponctuelle qui peut être là encore sur des sujets de santé épidémiologique, comme c'était évoqué par Isabelle Reinté il y a quelques instants, ou que ce soit sur des activités aussi, hein, une fois de plus, savoir quelle est la situation, l'activité d'un médecin, comment elle se répartit aujourd'hui, etc. Je me tourne du coup vers vous, docteur Stéphane Laché-Fougère. Je rappelle donc que vous êtes ORL, intéressé bien sûr par ce qu'on a déjà évoqué en termes de diffusion d'alertes et de remontées épidémiaux, mais particulièrement sensible à ce sujet des enquêtes ponctuelles. Oui, alors effectivement, avec ces enquêtes, on va pouvoir faire remonter des informations du terrain, là encore, et pouvoir ensuite serrer des différents indicateurs. Je pense que les spécialistes, du fait de leurs différentes spécialités, justement, ont des problématiques totalement différentes. Ils sont chacun très bien représentés, mais je pense qu'en partant du terrain, on va avoir d'autres formes d'indicateurs et de données qui vont être certainement très intéressantes. Et en ORL, vous pensez à des choses particulières? Alors, pour l'ORL, par exemple, moi, je suis toujours très intéressé sur les différentes épidémies de rhinopharyngite, les petites épidémies virales, et leur rapport avec les vacances scolaires, tout simplement. Ça peut être ça. Vous êtes aussi coprésident d'Agoralib, on le disait en introduction. MedVigie se veut là aussi dans cette évolution, prendre une échelle territoriale beaucoup plus importante et donc s'appuyer sur les CPTS, composer, co-construire avec elles. Bien sûr, on le disait, restituer toute la diffusion d'informations qu'elles soient alertes, données épidémiologiques à vocation à pouvoir être distribuées selon les territoires des CPTS. C'est l'échelon, on descend d'un échelon hein, par rapport à la précédente version de MedVigie qui était à l'échelle du département. Ce sujet, et donc l'objectif est de co-construire avec les CPTS parce qu'elles aussi, à l'échelle de leur territoire, ont peut-être des questionnements à avoir vis-à-vis des professionnels de santé, avoir une meilleure visibilité sur les pratiques, sur la prise en charge, sur la population. Oui, effectivement, au niveau des CPTS, ouvrir les trois thématiques de MedVigie à d'autres professionnels de santé que les médecins, c'est-à-dire les infirmiers, ouvrir aux infirmières, aux kinés, c'est avoir accès à des données qui vont être plus importantes et avec un autre point de vue. Donc ça peut être très intéressant. Et puis les CPTS ont toujours besoin de valoriser leurs indicateurs et des indicateurs qui quelquefois ne sont fournis que par la sécurité sociale ou l'ARS, et donc pouvoir avoir la main sur les indicateurs et les suivre de façon plus précise au coup par coup, ça peut les aider à rectifier leur activité afin d'être sûr de bien valoriser ces indicateurs et répondre aux différentes missions qui leur sont confiées. Et de disposer aussi de données qu'ils n'ont pas forcément par ailleurs, c'est important parce que par rapport à leur mission, à leurs objectifs, sont des éléments assez essentiels. Donc le lancement de MedVigie 2.0 ce 12 décembre, il y a quelques jours, s'est fait avec justement une enquête tournée vers les médecins. Karine Fontaine-Gavineau, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le thème de cette enquête? Alors oui, pour inaugurer cette plateforme, on a voulu marquer le coup et s'atteler à un sujet un peu d'actualité. On entend beaucoup parler de mal-être des professionnels de santé, de burn-out, d'agression des médecins.
Donc, on a voulu s'attaquer au sujet en lançant cette enquête. Comment allez-vous, docteur? Enquête qui est à destination de tous les médecins, toutes spécialités confondues, qui revêt deux objectifs. Le premier, c'est de faire un état des lieux de l'état de santé des médecins aujourd'hui et de pouvoir avoir une vision par territoire, par spécialité également. Et deuxième objectif, c'est de sensibiliser à travers le remplissage du questionnaire les médecins aux services d'entraide existants aujourd'hui, c'est-à-dire et notamment le service d'entraide de l'Ordre des médecins. Mais je vous en parle pas plus, je vous laisse découvrir en participant directement à cette enquête. Et là-dessus, c'est Amandine Joly qui reprend la main pour nous faire pour la troisième fois un petit aperçu de l'application. Tout à fait. Alors, pareil, depuis le menu principal, les utilisateurs ont accès aux enquêtes en cours. Donc, ils ont à cliquer voilà, sur le bouton accéder aux enquêtes. Actuellement, comme l'a expliqué Karine, une enquête est en cours dans toute la région Nouvelle-Aquitaine et elle concerne l'ensemble des spécialités médicales. Donc, pour y accéder, l'utilisateur peut soit cliquer sur l'œil qui permet d'accéder directement et de visualiser le descriptif de l'enquête, ou il peut cliquer sur le bouton qui permet de répondre directement à l'enquête sans passer par la phase de lecture du descriptif. À savoir que ce bouton ne sera pas disponible si l'enquête n'est pas destinée à la profession, enfin l'utilisateur concerné. De la même manière que pour les alertes sanitaires, vous avez un descriptif très, très sommaire en mode listing avec le titre, la date, donc les actions et l'état de l'enquête. Là, en l'occurrence, vous voyez que sur la démo qu'on vous fait figurer, l'utilisateur n'a pas encore débuté l'enquête. Donc, lorsque j'accède au descriptif de l'enquête, on retrouve une synthèse des objectifs. Donc les objectifs explicités par Karine, ainsi qu'une estimation du temps de complétion de l'enquête. L'utilisateur peut saisir ses réponses et derrière, les données sont récoltées, traitées par les équipes de l'URPS et les résultats seront mis à disposition des utilisateurs directement sur la plateforme. Merci. De cette présentation. Alors déjà une question pardon, qui est arrivée relative aux enquêtes. Est-ce que justement cette réponse est anonyme? Oui, tout à fait. Alors, toutes les enquêtes ne seront pas forcément anonymes s'il n'y a pas lieu d'être. Mais en l'occurrence, cette enquête, comment allez-vous, docteur, est entièrement anonyme. Nous, côté URPS, nous ne pouvons pas savoir qui sont nominativement les personnes qui répondent à l'enquête. Oui, parce que Voilà. donc les gens, on va le voir à la fin, comment on va pour s'inscrire, etc. Les utilisateurs, les médecins, aujourd'hui s'inscrivent très rapidement grâce à leur numéro RPPS ou dans quelques semaines ProSanté Connect. Donc vous êtes identifié, mais ce n'est pas pour autant qu'il y a une corrélation entre votre identification sur l'application et les réponses que vous donnez. Aucun lien n'est réalisé, même lorsque les enquêtes sont affichées comme anonymes. On a d'autres questions sur, est-ce que justement toujours sur les données que j'alimente justement, que ce soit pour répondre à des enquêtes ou au dispositif MedVigie, hein, j'essaie pardon de retraduire un peu la formulation, sont-elles protégées, sont-elles communiquées et à qui? Alors, ces données sont entièrement protégées. On travaille avec un hébergeur de données. Donc, ces données sont complètement protégées et restent dans MedVigie. Elles n'ont pas vocation, en tout cas sur les données que vous complétez à travers, par exemple, les enquêtes, elles n'ont pas vocation à aller vers d'autres acteurs. Les seules données que nous communiquons en quelque sorte sont concernant la surveillance épidémiologique, où là, pour le coup, effectivement, comme on vous l'a indiqué auparavant, on travaille avec Santé publique France et le réseau Sentinelle de manière à pouvoir vous mettre à disposition de la rétro-information ciblée, donc c'est-à-dire territorialisée et adaptée à votre spécialité. Et c'est la seule information qu'on partage.
Donc, effectivement, les données qui sont alimentées par ce formulaire de vigilance sont transmises à Santé publique France et Sentinelle, mais de façon là encore anonyme, et restituées l'échelon territorial, donc la CPTS, le département, la région, hein, mais c'est une succession à partir de la CPTS, et puis effectivement les indicateurs qui sont remontés, c'est-à-dire par exemple le nombre d'infections respiratoires aiguës et le nombre total de consultations, si ce sont les données que j'ai remontées aujourd'hui. Et pour compléter les propos sur les données, je vous invite, si vous avez des questions concernant l'usage de vos données et les finalités des données que nous récoltons, nous avons travaillé une politique de confidentialité et des CGU qui permettent de spécifier en détail qu'est-ce que nous faisons des données et à quoi elles servent. CGU, ce conditions générales Oui. d'utilisation, effectivement. Donc, à chaque fois que des données sont transmises, c'est indiqué, c'est totalement transparent. Typiquement, si une enquête donne lieu à transfert de données anonymes ou non anonymes vers d'autres acteurs que l'URPS médecin, ce sera totalement affiché à chaque fois, hein, qui sont les destinataires de ces données. Autre information, c'est qui rédige les alertes. Donc là, docteur Dupuis, je me retourne un petit peu vers vous. L'idée, c'est que, de toute façon, la source des alertes, hein, parce qu'il y a une autre question qui concerne la source des alertes, d'où viennent ces alertes et comment on les rédige? Alors, les alertes, chez nous, elles ont plusieurs sources. Une première peut venir effectivement des réseaux Sentinelle, Santé publique France, avec qui nous travaillons au quotidien, surtout pour Santé publique France, mais voilà, les liens se font naturellement. Donc là, on est aussi sur des alertes fiables, puisque reposant sur des données. Et pour des alertes plus ciblées, point de départ est souvent d'ailleurs un médecin libéral ou hospitalier sur des maladies à déclaration obligatoire ou d'autres situations particulières. Donc oui, fiabilisons, c'est notre première mission, nous, est toujours de valider l'alerte de toute façon avant de mettre en place quelque mesure que ce soit et de communiquer à ce propos. Donc, des alertes, soit qui viennent du niveau national, on l'évoquait tout à l'heure, des GS urgents principalement, soit c'est effectivement tout ce travail d'analyse à partir d'un certain nombre de signaux qui soient faibles, de données épidémiologiques que vous faites au niveau de l'ARS et avec Santé publique France pour pouvoir à un moment donné dire là il y a une alerte à transmettre, et dans l'idée d'ensuite de la rédaction, donc vous avez bien évidemment vous étayez, hein, l'ensemble de ces alertes avec toutes les sources et les descriptifs. Et nous, notre travail est effectivement au niveau de l'URPS médecin de retraduire ça le plus synthétiquement possible, comme c'était évoqué tout à l'heure par Amandine, en renvoyant vers les documents sources pour plus d'approfondissement si nécessaire ou remettre des points de contact. Oui, tout à fait. Et en complément aussi, vous le disiez aussi, chose que vous faites, mais que nous faisons aussi de notre côté, c'est cette retraduction quelquefois des avis des autorités sanitaires qui sont aussi complexes. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir le faire ensemble et avoir un discours commun vers tous les professionnels de santé derrière. C'est cette collaboration justement assez étonnante qui marche bien, une fois de plus depuis 2020 sur MedVigie qu'on relance et qu'on étend même grâce au réseau Sentinelle. Vous évoquiez, docteur Lachey-Fougère, tout à l'heure les perspectives à venir, hein. On avait effectivement aujourd'hui MedVigie avec ses trois grandes fonctionnalités, les alertes, la remontée de données épidémiologiques, la rétro-information, les enquêtes. Mais tourné uniquement dans ce lancement de décembre 2024 vers les médecins libéraux de la région, toutes spécialités confondues. En 2025, c'est l'ouverture à tous les professionnels de santé qui est prévue. Des fonctionnalités plus précises pour les CPTS, parce que les CPTS ont aussi un rôle essentiel sur les situations sanitaires exceptionnelles, la mission 4 des CPTS. Et donc, voilà, nous allons monter un groupe de travail pour associer les CPTS, quelques CPTS en tout cas, qui
souhaiteront participer à ce groupe de travail de la région pour travailler ces nouvelles fonctionnalités. Et puis vraiment, dans les priorités, là, le plus vite possible, c'est tout ce qui est cette rétro-information, hein, donc de pouvoir restituer de l'information dans l'application. Sur les retours d'enquête aussi, je rappelle que l'enquête Comment allez-vous, docteur, donc, est ouverte là, depuis le 12 décembre et sera jusqu'au 15 janvier. Et donc, bien évidemment, derrière, nous vous transmettrons par le biais de MedVigie la restitution aussi de cette enquête. Je ne sais pas si d'autres veulent intervenir. On commence à arriver au terme de ce webinaire. Si d'autres questions se profilent, on a peut-être une précision sur le fait que MedVigie est gratuit et le restera. C'est la vocation, une fois de plus, d'un outil hein, qui est un outil de santé publique auquel tous doivent contribuer. Pour conclure, s'il n'y a pas d'autres questions, Amandine Joly, je vous laisse la main pour nous dire concrètement comment on fait. Oui. Là, je sors de ce webinaire, je veux m'inscrire sur MedVigie, ça marche comment? Alors maintenant qu'on a dit tout ça, effectivement, c'est très simple. Pour se connecter, ou plutôt pour vous inscrire à MedVigie, l'utilisateur doit renseigner son numéro RPPS. Donc lors de votre première connexion, on vous demandera de générer un mot de passe sécurisé et très prochainement, vous pourrez vous connecter via ProSanté Connect. Donc une fois que vous êtes connecté, si c'est la première fois que vous vous connectez, on va vous demander de choisir vos préférences, c'est-à-dire de choisir les indicateurs auxquels vous souhaitez vous abonner ainsi que la fréquence de saisie des données que vous souhaitez remonter. Comme vous le voyez apparaître à l'écran, vous pouvez à tout moment de votre utilisation de MedVigie venir changer vos préférences, donc par exemple vos abonnements et la fréquence de saisie de vos indicateurs. Vous pouvez également changer votre mot de passe et donc votre profil apparaîtra comme 100% complété si vous avez opéré toutes les manipulations. Si besoin, l'utilisateur peut générer une demande d'assistance. Vous allez le voir apparaître à l'écran en cliquant sur le petit bouton en bas à gauche, donc l'icône dédiée où on vous demande juste l'objet de la demande et de préciser votre message. Donc vous pouvez nous contacter par ce biais, mais vous pouvez également nous contacter à travers l'adresse mail qu'on vous mettra sur le replay. Donc n'hésitez pas à me contacter en l'occurrence pour tout besoin et à consulter bien entendu tous les documents juridiques relatifs à la protection de vos données que nous vous avons mis à disposition à travers les CGU, les mentions légales et les politiques de confidentialité. Et si vous souhaitez en savoir plus également sur MedVigie et sur l'Union, vous pouvez cliquer sur Qui sommes-nous et cela vous donnera davantage d'éléments, en tout cas une synthèse assez exhaustive de qu'est-ce que MedVigie et à quels objectifs ça répond. Voilà pour les modalités pratiques. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Vous étiez 450 en 2020-2021. Nous devons faire mieux parce que c'est l'intérêt, une fois de plus, de la santé publique, de remonter des données fiables, précises sur tous les territoires et de vous restituer cette information importante au quotidien pour l'activité clinique. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et vous dis à l'année prochaine, très nombreux.